Monsieur le modérateur, en fait, je suis spécialiste du Moyen-Âge, européen et musulman. Voilà. Vous savez, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais la perception que j'avais de cette table ronde, c'est de replacer la géographie au cœur de tout ce que nous allons faire. Je suis très chanceuse. J'ai connu pratiquement tous les grands intellectuels africains, sénégalais, qui tournaient autour de présence africaine. Parce que très jeune, j'étais pratiquement dans leur milieu. Obenga, à chaque fois qu'il venait à Dakar, il passait son temps, comme le prince Dika Akwa du Cameroun, à me taquiner, amène-moi chez Cheikh. Il se moquait de moi tout le temps. Et quand je l'ai vu à la célébration, à la commémoration des 70 ans de présence africaine à Paris, j'ai eu très mal. Parce qu'il commençait à perdre un peu la mémoire et il ne se souvenait plus de beaucoup de choses. Et cela m'a rassurée en l'écoutant ce matin. Ça se voit que le travail intellectuel entretient énormément la mémoire. Ce que je veux dire par rapport à la position géographique, mais pas dans le même sillage que Bouba, même s'il a été extrêmement utile. Très jeune, je me posais beaucoup de questions. Et je me disais, et je n'ai pas encore répondu, tout à l'heure j'essaierai de donner une esquisse de réponse. Qu'est-ce qui explique la vulnérabilité de l'Afrique pour avoir permis et la traite négrière et l'esclavage? Et je me dis, le jour où on répondra de façon, disons, approfondie à cette question, on réglera définitivement le problème du sous-développement en Afrique. Ça, c'est la question que je me pose toujours. La deuxième préoccupation, je taquinais, je discutais souvent avec Ibader Cham, tous les autres, que moi, si j'étais une autorité, il y a très longtemps que j'aurais détruit la maison des esclaves. Ne serait-ce que d'un point de vue symbolique, parce que on ne s'en sortira pas tant qu'on nous ramènera tout le temps, pas seulement au passé, parce qu'il y a des aspects positifs dans le passé, mais à l'esclavage et à la colonisation. Nous ne sortirons jamais de ce développement, parce que on nous ramènera toujours à ces deux éléments. Et la position géographique de l'Afrique, de mon point de vue, nous interpelle. Pas dans le sens où cette position géographique centrale est un atout, certainement c'est un atout, mais cette position a suscité au cours de l'histoire, depuis l'Antiquité, pratiquement les convoitises et le continent a subi énormément de choses. Par exemple, même si le Sahara n'a jamais été un obstacle, c'est à travers le Sahara que nous avons connu la traite vers la Méditerranée, vers le monde musulman. Il y a aussi ce continent qui est cerné. Par exemple, à l'Est, on ne le dit jamais assez. C'est de l'Est que sont venues les populations, justement, iraniennes, yéménites, tous les Arabes, qui se sont installés à partir des îles Pathé, Zanzibar, pour se retrouver sur toute la côte Est, Mozambique, Malindi, Lamu, etc. C'est à partir du sud, quand il y a eu la circumnavigation,
quand Bobala a montré tout à l'heure, mais de façon très positive, mais à partir du Sud, qu'on a connu vraiment tout ce grand détour pour aller découvrir les autres parties du monde, mais à partir de l'Est. De l'Ouest, qu'est-ce qu'on a vu? L'Ouest, c'est la traite atlantique, ce sont les fonds d'acculturation qui nous viennent du Nord, les fonds d'acculturation avec l'Eurasie, le monde musulman et le monde justement occidental. Et les premières arrivées à Arguin en 1445, ça va être le contact avec l'Occident et le début de tout ce qu'on peut imaginer, traite négrière, colonisation, etc., etc. Donc, la position géographique de l'Afrique a fait aussi sa vulnérabilité par rapport aux autres civilisations, aux autres cultures, parce que je dirai tout à l'heure pourquoi. Alors, nous avons connu tous ces éléments-là, mais il y a une période, et c'est tout à l'heure le président qui m'a un peu interpellée, et je vais insister sur cette période, la période du Moyen-Âge, qui est l'âge d'or de l'évolution historique du continent. C'est le Moyen-Âge, on a connu les grands empires médiévaux. Depuis l'empire du Ghana, à partir du IIIe siècle, jusqu'à l'empire Songhai de Gao, 15e, 16e siècle, et entre les deux, on a eu l'empire du Soso, le royaume du Soso, jusqu'au XIIe siècle, mais l'empire du Mali, 14e siècle, qui a été un empire extrêmement puissant, et Bouba l'a montré avec l'or. C'est avec l'or du Soudan que l'Arabie, les empires musulmans des Omeyyades et des Abbassides se sont développés. Et c'est or du Soudan qui a développé l'Europe à partir aussi de la Renaissance qui a été évoquée tout à l'heure par Bouba. La frappe de la monnaie sur Abd al-Malik, le sultan Omeyyade, c'est l'or du Soudan, et Maurice Lombard l'a très bien expliqué comment cet or du Soudan a développé toute cette région du monde qu'on appelle l'Eurasie. Et il faudra attendre véritablement le pèlerinage de Kanka Moussa en 1324 pour montrer justement comment cet or était devenu un élément essentiel et qui faisait la réputation de cet empire du Mali. Donc l'or, mais aussi les esclaves. Aujourd'hui, il est de plus en plus question de la traite des esclaves. Et ce sont ces esclaves qui ont fait la puissance aussi de l'empire des Abbassides, surtout avec la forte concentration des Zenj dans les zones où on exploitait le nitrate dans le bas Irak. Et c'est aussi cette révolte des jeunes. On ne le dit pas assez parce qu'on n'insiste pas beaucoup sur le rôle des Noirs dans l'histoire et l'évolution justement de certains États. C'est cette révolte des Zenj qui a été l'élément, disons, essentiel pour la fin de l'empire des Abbassides au milieu du XIe siècle. Donc les Noirs se sont retrouvés là-bas, mais c'est la révolte qui a été aussi, avec d'autres révoltes, les Karmates, mais surtout les Zenj. On ne l'étudie pas assez et nous ne faisons pas un parallèle, nous ne cherchons pas ce qu'il y a de positif dans tous ces éléments, même si c'est de l'esclavage. Tout à l'heure, l'ambassadeur a insisté, non, c'est Obenga qui a insisté là-dessus, en disant que ce sont les esclaves qui ont développé l'Amérique. Effectivement, nous devons revendiquer notre part du développement de l'Amérique en tant que Noirs, mais aussi du développement et du rayonnement de l'empire des Abbassides avec les Zenj et d'autres esclaves. Ce sont les esclaves noirs, les femmes, qui ont nourri la plupart des élites dans le monde musulman. Même le prophète, on ne le dit pas assez, il avait une nourrice qui était noire, et on viendra pendant toute... On les cherchait parce qu'on disait que les femmes noires avaient du lait, elles développaient vraiment des éléments qui leur permettaient de bien nourrir les enfants et de leur donner une santé de fer. Donc nous devons prendre tous ces éléments positifs pour dire, ça aussi ça fait partie de notre apport dans la civilisation mondiale.
On ne le dit pas assez et je trouve que c'est un élément essentiel, mais toujours on nous ramène à l'esclavage, à la colonisation, à la faiblesse de l'Afrique. C'est ce que nous devons refuser. Je le disais la dernière fois, peut-être que pas toujours très bien comprise, je dis, nous devons justement utiliser ces éléments pour être aujourd'hui sur la conscience des Européens, comme l'ont fait les Juifs. Les Juifs ont arraché le pouvoir aujourd'hui en retournant aux Occidentaux ce qu'ils leur ont fait au cours de l'histoire. Nous aussi, nous devons agir de la même sorte. Un autre élément que je voudrais souligner et signaler, c'est que aujourd'hui, il est plus que jamais nécessaire de mener cette réflexion parce que nous sommes dans un contexte potentiellement dangereux. Nous avons un contexte où le populisme et l'extrême droite sont en train de développer une vision du suprémacisme blanc avec comme corollaire un racisme. Et c'est ce racisme qui avait nié l'histoire des Africains, l'historicité des Africains. Et c'est ce même racisme qu'on a utilisé pour réduire les Africains en esclavage et aussi venir pacifier et coloniser les territoires africains. Il y a de plus en plus, on ne le dit pas assez, mais nous devons aussi porter notre réflexion sur cela, une menace nucléaire présente tous les jours. Qu'est-ce que nous, les Africains, nous devons apporter comme riposte par rapport à cela? Et la Troisième Guerre mondiale n'est pas du tout à exclure, parce qu'on dirait qu'on veut absolument une guerre, peut-être pour pouvoir justifier un certain nombre de choses et aller vers un rééquilibrage du monde. Quelles sont les réactions de l'Afrique? Qu'est-ce que l'Afrique va penser par rapport à tout cela? Ça nous renvoie au thème de la conférence « Penser l'Afrique dans le monde » et nous assistons de plus en plus, et je crois que dans la présentation de Bouba, c'est revenu à une dislocation de plusieurs pays actuellement en Afrique. Le Soudan, la République démocratique du Congo, le Sahel, etc. Et ce ne sont que des éléments, à mon avis, qui peuvent configurer demain l'avenir de l'Afrique si nous ne prenons pas, si nous n'y accordions pas de l'importance. Il y a aussi un élément que je voudrais souligner, on ne peut pas en parler sans l'évoquer, c'est la faiblesse diplomatique de l'Afrique, surtout pour ce qui concerne la protection des citoyens africains. On a vu la situation récente des Kenyans en Arabie. On le voit dans beaucoup d'autres pays, au Liban, etc. Que fait notre diplomatie, par exemple, pour interpeller le monde? Nous devons être beaucoup plus forts. Je vous renvoie à un texte extrêmement intéressant d'Ahmed Baba de Tombouctou, quand il a été fait prisonnier au Maroc, et son discours ou son échange avec le sultan du Maroc. Et il a eu à déstabiliser le sultan en lui posant des questions extrêmement intéressantes et pointues sur le rapport que le sultan a avec l'humanité en tant que telle et le respect des autres. Et je crois que c'est par son savoir, ses connaissances et le respect qu'on avait de lui que finalement il a été libéré et que les siens aussi ont été libérés. Et c'est un texte, à mon avis, extrêmement important. Il faudra qu'on le sorte pour le donner aux étudiants. Alors, nous devons revoir la question de la faiblesse, de notre faiblesse diplomatique. Mais aussi dans un monde où tout est à revoir. La dilapidation des ressources. Quelles sont les réponses? Il y a des réponses, à mon avis, données par les panafricanistes, je pense, mais aussi il nous faut un mouvement intellectuel puissant à construire et qui est déjà peut-être construit avec le legs de nos aînés par rapport aux jeunes Africains. Alors, quand il y a eu la conférence, les deux conférences, je ne parle pas de tout ce qui a été fait pendant la période de présence africaine, mais
Moi, j'ai un texte que j'ai intitulé, qui est paru à Présence africaine, sur le rôle de Présence justement dans la formation et la consolidation de l'intelligentsia africaine. Il y a eu une réflexion qui a été menée pendant les 2 conférences organisées, initiées par l'Union africaine en 2004 et en 2014 et 2017, sous la houlette d'Ablaye Wade. Et là, vraiment, il a été extraordinaire. Et Alpha Omar Konaré, quand il a fait son discours ici, au Méridien Président, je disais un autre Nkrumah était là. Donc, il y a tout ce travail, malheureusement, on n'en parle pas, avec des recommandations extrêmement puissantes. Mais qu'est-ce qu'on a fait de toutes ces recommandations? Une fois la conférence terminée, on n'en parle plus. Et un certain nombre d'idées ont été développées sur le panafricanisme du 21e siècle. Et là, je pense qu'il faut rendre hommage aux intellectuels congolais. L'ambassadeur, il est là. Mais on a eu Obenga. Après Obenga, Mbokolo, qui est là, tous les Congolais, Mbokolo, etc. Ils sont d'un apport extraordinaire. Je crois les intellectuels congolais, les intellectuels camerounais et les intellectuels béninois, on doit continuer à les interroger parce que tous, ils ont contribué à ce grand mouvement intellectuel qui part de Présence africaine. Donc l'Afrique et sa diaspora, avec l'approfondissement et la consolidation justement de cette réflexion. Les relations entre l'Afrique et ses diasporas, parce qu'il n'y a pas seulement la diaspora aux États-Unis. Je me souviens, quand Senghor était président de la République, il avait envoyé notre professeur, quand nous étions au lycée, M. Ndiaye, aller travailler sur les langues dravidiennes et les noirs qui se trouvaient en Inde. Et moi, personnellement, quand j'ai vu pour la première fois en Tunisie des Noirs, je pensais toujours que c'était des Sénégalais. Et Yuga me disait, ici, ils ont leurs Noirs. Effectivement, ce sont les Noirs qu'on retrouve dans les oasis du Touat, dans le Zap. Il y a toute cette région, Libye, sud de la Libye, sud de la Tunisie. Et le Maroc. Le Maroc, ils sont très métissés, les Alaouites. Donc, nous devons voir toutes ces diasporas et voir leur apport à travers l'histoire. Ne pas nous limiter seulement aux Noirs, à la diaspora américaine ou aux nouvelles diasporas qu'on retrouve dans les pays développés, etc. Nous devons voir toute la diaspora africaine depuis l'Antiquité et même au-delà de l'Antiquité. Avant. Donc, il faudra revoir les relations entre l'Afrique et ses diasporas. La question de l'identité africaine dans un contexte multiracial a été bien discutée et décortiquée. Mais la place de l'Afrique dans le monde d'aujourd'hui. Nous ne pouvons pas nier le fait que l'Afrique doit conquérir cette place. Je crois que je ne reviendrai pas sur ce que Obenga a dit, mais nous devons avoir la force quand même nécessaire. Le monde est dans une phase de transformation. On ne sait pas où est-ce qu'on va, mais nous devons profiter de cette situation pour voir qu'est-ce qu'on a apporté. Moi, j'entends, par exemple, ça, je vous le dis. Par exemple, sur les questions liées au mouvement des non-alignés, quelle a été la place de l'Afrique? Il n'y avait pas seulement que les Sukarno, les Nasser, etc. Mais l'Afrique noire, sa place, à côté des grandes conférences du monde, qu'on a connues, les grandes conférences, la conférence de Paris à la Sorbonne 56, la conférence de Rome, mais aussi le festival panafricain d'Alger, après le festival mondial des arts nègres. C'était des moments de bouillonnement extraordinaires. Qu'est-ce qu'on en fait? Quelles sont les conclusions? Nous devons les revisiter. Et d'ailleurs, je suggère au secrétaire d'État à la culture qui est là, d'organiser un colloque qui va faire une synthèse, une analyse critique de tous ces moments et de redonner l'initiative au Sénégal et de redonner tout simplement au Sénégal son rôle historique par rapport à tout ce qui s'est passé dans ces grandes réflexions du monde. Alors, il y a la place de l'Afrique dans le monde. On avait aussi évoqué l'Afrique, la science, la technologie, les enjeux et perspectives. Je crois que
sur des éléments développés par Konaré, et je suis absolument d'accord avec lui, c'est quand il évoque la modernité africaine à construire. La modernité africaine à construire, et il faut penser de façon critique. Nous avons peur de la critique. Effectivement, nous ne pouvons pas avancer si nous ne remettons pas en question les sociétés africaines qu'on considère comme des sociétés statiques, mais qui sont aujourd'hui bouleversées par une jeunesse de plus en plus entreprenante. Il a été question du financement, du développement et de la valorisation. Concernant le financement du développement, comment voulez-vous que l'Afrique se développe à côté des dettes faramineuses, mais aussi des transferts d'argent, l'argent qui sort du continent pour aller dans les paradis fiscaux? Et ça nous ramène à une question fondamentale, c'est-à-dire le leadership africain. Comment se fait-il que les premiers leaders africains, juste au moment d'indépendance, ils avaient allié deux choses? Ils avaient allié le fait d'être de grands intellectuels. J'ai une trilogie aujourd'hui sur Nyerere de la Tanzanie, qui a été fait par les universitaires et qui montre la dimension à la fois intellectuelle, mais cette dimension morale chez Nyerere, dimension sans laquelle il est absolument impossible d'avoir un leadership transformationnel. Donc, il faudra aller vers le leadership, questionner justement le problème des finances. On ne peut pas continuer à nous endetter tout le temps et ne pas utiliser cet argent à bon escient et enrichir des individus et faire de l'État en Afrique un État mis à la disposition d'intérêts strictement privés. Je pense qu'il y a là des éléments essentiels et on avait développé aussi les langues et les savoirs endogènes. Ce sont des éléments pour enseigner quelque chose. Et l'intégration de la science dans la culture. Science et culture sont revenus. Mais est-il possible, je vais bientôt terminer, mais est-il possible d'aller de l'avant sans deux éléments? Vous l'avez posé, Bouba, c'est l'émancipation des femmes, mais aussi l'autonomie des masses rurales. C'est là où se manifeste le plus de conservatisme dans les sociétés africaines. On ne peut pas avoir des paysans qui sont pauvres et qui dépendent tout le temps de la pluie, sans technologie. Quelque chose, quand les Français sont arrivés pendant la période coloniale, ils ont introduit la technologie, ils ont introduit la monnaie, les coopératives et ont déconnecté pratiquement le paysan de la société africaine. Et qui font, à partir de ce moment, la différence entre la femme et l'homme paysan, cette différence va aller de l'avant. Donc nous devons reprendre justement, aller au renforcement des masses rurales en leur donnant les terres, la technologie, les moyens. On voit qu'il y a énormément de choses à faire à ce niveau-là. Pendant longtemps, il n'y en a pas eu. L'Afrique est un vaste continent. Une population peu dense et contrôlée par de petits rois avec des ressources naturelles en abondance qui faisaient qu'on n'avait pas besoin de beaucoup travailler. Et je crois que c'est cette faiblesse de la population et l'absence justement, les petits royaumes, surtout ici, mais il y a des endroits, il n'y avait même pas ces royaumes. Jean Vansina a beaucoup insisté sur l'inexistence de l'État en Afrique centrale. Et c'est ce qui explique, à mon avis, le sous-développement de l'Afrique et le fait qu'on n'ait pas pu faire face aux assauts du monde extérieur. Et certains pensent que l'Afrique avait été composée de féodalité, des artisans qui ne sont pas sortis de sous-développement et les paysans. Les structures sociales faibles, dominées par une paysannerie économiquement faible et une fragmentation de l'Afrique par rapport à des pays, justement, qui étaient là et qui ont profité de cette faiblesse de l'Afrique. Il nous faut, et ça c'est l'aspect le plus important, fondamentalement, de la Renaissance africaine, il nous faut établir une confiance
entre les intellectuels et les politiques. Confiance sans laquelle il sera absolument impossible de développer l'Afrique. C'est pourquoi c'est important ce que nous sommes en train de faire. Je termine très rapidement sur... Je m'attaquais souvent à Wade, surtout pour le monument, et je disais que ce monument, il y a Ablaye Wade. On le voit matérialisé par son bonnet et tout ça. Viviane et Karim qui était en bas, qui attendait d'être hissé au sommet. C'était l'image que nous donnait vraiment le monument à un moment donné. Alors aujourd'hui, tout le monde est d'accord que ce monument est utile. Même la Tour Eiffel, quand on l'a construisait, il y avait beaucoup d'opposition. C'est toujours comme ça. Ceux qui sont novateurs, ceux qui ont une perspective ou sont dans la prospective, n'ont pas toujours l'adhésion de leurs contemporains. Au moins pour ça, les grandes conférences intellectuelles, Ablaye Wade était un visionnaire. Et d'ailleurs, si je lui en voulais beaucoup, c'était lié au fait qu'il appartenait à une génération qui a beaucoup fait pour l'Afrique, c'est-à-dire la génération de présence africaine. Il faisait partie de cette génération et que malheureusement, arrivé au pouvoir, il n'a pas toujours eu ce comportement de cette génération, mais sur certains aspects, il a fait des choses extraordinaires. Et c'est le moment de lui rendre un hommage à ce point. Merci.